Chers amis, chers camarades, je vous remercie d'être présents pour ce 14e tambour battant. Aujourd'hui, celui-ci est consacré en première partie à Jean-Luc Mélenchon. La dernière partie sera pour poser 2 questions d'actualité à notre Jupiter de l'Élysée. Questions que vous ne trouverez pas énoncées par les médias du système. Mais vous me direz pourquoi disserter sur Mélenchon? Parce qu'il est notre premier adversaire, je dirais même, vu ses dernières orientations, notre ennemi principal. D'abord, quelques rappels sur le chef des Insoumis. Il est né le 19 août 1951. Je donne cette date au cas où l'un de vous aimerait lui souhaiter son anniversaire. Issu d'une famille pied-noir, il voit le jour à Tanger. Durant son enfance, il reçoit une éducation catholique. Incroyable et pourtant vrai. Il a même été enfant de chœur. Avouez qu'aujourd'hui, on voit mal notre pro-islam en aube et portant le Saint-Sacrement. Étudiant à Besançon, il adhère à l'UNEF, puis, tout naturellement, quand on connaît la ligne idéologique de ce syndicat étudiant, au trotskisme. Il quitte ce courant en 1976 pour se rapprocher de la bourgeoisie de gauche, qu'est le Parti socialiste. En même temps, il rentre en maçonnerie, plus exactement au Grand Orient. Après avoir milité pour Mitterrand, il quitte le mouvement pour fonder le Parti de gauche. Il est élu député européen en 2009 et réélu en 2014 sous les couleurs du Front de gauche, coalition qui réunit avec ses partisans le Parti communiste. C'est son époque souverainiste. Et oui, peu le savent, mais il défend l'idée selon laquelle le candidat socialiste pour l'élection présidentielle de 2007 doit être une personne qui a défendu le non au référendum sur la Constitution européenne. En 2016, il fonde la France insoumise et se présente sous cette étiquette à l'élection présidentielle de 2017 et de 2022. À cette dernière, il termine en tête des candidats de gauche, mais troisième, il échoue une nouvelle fois à accéder au second tour. Avec son époque souverainiste, il a eu une autre époque, une époque anti-immigration. Eh oui. En juillet 2016, au Parlement européen, il déclare souhaiter éviter que le recours aux travailleurs détachés européens ne vole son pain aux travailleurs qui se trouvent sur place. Puis il écrit en septembre 2016 qu'il vaudrait mieux que les migrants restent chez eux, en rappelant qu'il n'a jamais été pour la liberté d'installation en France. À la présidentielle 2017, il confirme l'importance du droit de vivre et de travailler au pays, en Corrèze comme aux Andelses. Et il insiste sur la lutte contre les causes des migrations. En septembre 2018, il maintient que les vagues migratoires peuvent poser de nombreux problèmes, en particulier quand certains s'en servent pour faire du profit sur le dos des malheureux. Il rappelle que Jaurès et d'autres penseurs socialistes avaient fait le même constat. C'est en septembre 2023 que nous voyons apparaître un changement de ton sur ce sujet.
En réaction au débarquement de 8500 migrants sur l'île de Lampedusa, il affirme que la plupart des pays d'Europe ont besoin de l'immigration pour survivre. Et que, dans le cas où il parviendrait au pouvoir, il commencerait par une vague de régulation massive, précisant que tous ceux qui travaillent ont le droit à des papiers. On le voit, les idées de Mélenchon, même si son ancrage à gauche a été constant, ont fluctué sur l'immigration pour aboutir en février de cette année à des phrases surréalistes et affolantes. Lors des rencontres nationales des quartiers populaires à Toulouse, il prend la notion du grand remplacement à son compte, mais en inversant la substitution des peuples, et préconise la fin de la ruralité actuelle. Voilà ce qu'il disait. Dans notre pays, une personne sur 4 a un grand-parent étranger. Nous sommes voués à être une nation créole, et tant mieux. Que la jeune génération fasse le grand remplacement de l'ancienne génération. Comme je le dis à chacun des jeunes que j'en croise, et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb, ou bien encore ailleurs, il y a une nouvelle France. C'est la nôtre. La ruralité n'est plus peuplée de paysans comme autrefois. De 7 millions en 1945, ils sont passés à 400 000 aujourd'hui. C'est là que naîtront vos enfants. C'est là que naîtront vos petits-enfants. Ce pays est à nous tous. Voilà pourquoi je parle de Nouvelle France. Pour le chef des Insoumis, les racines n'existent plus. Les peuples sont interchangeables. C'est le présent qui fait un pays. Le passé n'a aucune valeur. Reprenant les paroles de l'Internationale, il clame « Du passé, faisons table rase ». La différence essentielle avec ce chant est que le prolétaire n'est plus l'élément moteur. Mélenchon sait bien que celui-ci est passé au Rassemblement national. Aussi, il se convertit au think-tank progressiste Terra Nova, qui subtilise à l'ouvrier l'immigré de banlieue et le bourgeois woke. Ces phrases prophétiques nous font percevoir un nouveau Mélenchon proposant à ses troupes d'envahir ces villages où les ruraux, vieux et clairsemés, ne pourront résister à la nouvelle conquête, issue notamment d'Afrique. Pour vous, femmes et hommes de la France profonde, il est vital de ne pas négliger ce message, car il est synonyme de mutation et de disparition, tant physique que testimoniale. Si vous ne vous défendez pas par vous-même, vous êtes voué à disparaître. Pourquoi je dis vous-même ? Parce que ce n'est pas le pouvoir actuel qui vous défendra. Macron, en mettant en place le logement de migrants dans les zones rurales, montre sa proximité sur ce sujet avec Mélenchon. Nous, à Place d'Armes, nous avons parfaitement identifié ce problème. C'est pour cela que nous avons créé les comités de vigilance patriotique, qui sont d'autant plus nécessaires que les campagnes seront désertifiées
et qu'elles ne résisteront peu à ces tentatives d'occupation si personne ne fait un effort, si aucune structure comme la nôtre ne fait un effort. Maintenant, essayons par-delà la politique de raisonner à long terme. Que veut exactement Mélenchon? S'emparer du pouvoir? Évidemment. Mais pour lui, deux voies sont possibles. Soit arriver par les urnes, en gagnant la présidentielle, par l'unification autour de sa personne de la gauche et des centristes progressistes, soit par la révolution. Mais pour cela, il faut que Marine gagne l'élection, car alors elle fera face à des rassemblements considérables de plusieurs centaines de milliers de manifestants de gauche déterminés et encadrés, des jeunes de banlieue, des syndicats, des universitaires, des étudiants, des gens des médias et du showbiz. Il suffira alors d'un incident mortel, comparable à ce qui s'est passé avec Naël, pour que Mélenchon fasse descendre ses troupes dans la rue. Il s'ensuivra un face-à-face terrible qui débouchera sur une explosion et une fracture armée du pays. C'est là où, avec d'autres, nous aurons notre mot à dire. Certains diront que je suis pessimiste. Moi, je crois que décrire cette situation, c'est faire preuve, au contraire, de réalisme. Il suffit de voir l'évolution du pays depuis 40 ans sur l'immigration, l'insécurité et la faillite économique avec notre dette abyssale de 3 300 milliards pour envisager un tel schéma. Mais passons au deuxième sujet, qui se relie aisément au premier. Dans un communiqué, le ministère public, en clôture de l'enquête sur la mort de Naël, abattu par un tir de policier lors d'un contrôle routier à Nanterre en juin 2023, demande que Florian, l'auteur du coup de feu, soit renvoyé devant une cour d'assises pour, écoutez bien, meurtre. Je rappelle que le meurtre est un homicide volontaire, accompli sans préméditation et qu'il est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Pour bien mesurer les dires du ministère public, il faut écouter la justification de la demande de renvoi devant la cour d'assises. Florian M. n'a pas hésité à faire usage d'une arme dont il connaissait parfaitement la portée dangereuse, voire létale. Il ne pouvait ignorer le caractère très probablement mortel de son tir. D'autre part, Florian M. a tiré à très faible distance sur la victime. Enfin, si l'objectif était d'empêcher le conducteur de la Mercedes de redémarrer, il lui était possible de tirer sur le capot, ce qui aurait permis d'éviter toute atteinte à l'intégrité physique de Naël. Qui peut écrire un tel amoncellement d'idiotie? Il ne pouvait ignorer le caractère très probablement mortel de son tir. C'est une double absurdité. D'abord, en droit, le terme très probablement n'est pas un élément audible. De plus, les mots ne pouvaient ignorer pour un tir qui se fait en à peine une seconde et qui de plus est dévié par la course de la voiture est une aberration. Enfin, où a-t-on vu qu'en tirant sur un capot, on arrête une voiture? Je pense que le magistrat a confondu
le motard de la police avec le héros de 007. Ceci pourrait être risible si ce n'était pas aussi tragique. La vie d'un policier qui a fait son devoir est en jeu. Le signal envoyé dans le cas d'un contrôle routier impliquant une poursuite est proprement catastrophique. Car pourquoi policiers et gendarmes risqueraient-ils leur vie, sachant qu'ils ont des chances d'être soit blessés, voire tués, soit poursuivis par la justice? Abordons maintenant notre dernier volet, l'Algérie. Oui, je sais, j'en ai déjà parlé dans mon dernier tambour battant. Mais la situation évolue vite. Depuis, nos gouvernants s'en sont mêlés suite aux attentats commis par des Algériens. Ainsi, Bruno Retailleau, suivi par le Premier ministre, a réclamé un rapport de force avec l'Algérie. Il a dit « Il faut savoir que la France, de son côté, a tendu la main et n'a pas obtenu aucun résultat en retour. À un moment donné, il faut dire stop. » Hélas, 3 fois hélas, notre Jupiter national a exprimé en retour toute sa duplicité en recadrant le ministre de l'Intérieur sur sa position envers le pouvoir d'Alger. Il faut engager un dialogue exigeant et respectueux. C'est ensemble que l'on peut faire des choses intelligentes pour les deux côtés. Ce « en même temps », marque de fabrique de notre président, n'est pas dû qu'à son approche politique. Il est dû aussi à la prise en compte de la réalité de la situation communautaire en France. Un membre du gouvernement le révèle d'ailleurs lui-même. Le président a toujours été en désaccord avec le choix du rapport de force, parce qu'il y a une grosse communauté algérienne en France et qu'il est influencé par la ligne du Quai d'Orsay qui consiste à ne pas se fâcher. Qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. La traduction de ces paroles de manière plus simple et triviale est la suivante. Nous avons la trouille que les millions d'Algériens qui vivent dans notre pays ne se retournent contre celui-ci et que de vastes émeutes aient lieu. Nous vivons bien en absurdie car le pouvoir nous explique avoir peur de la réaction des Algériens vivant sur notre sol, mais en même temps continue à délivrer des titres de séjour, 336 000 en 2024. Je rappelle à ce sujet que l'armée accueille, sans état d'âme, des binationaux. Ainsi, un franco-algérien peut s'engager dans un régiment en France, apprendre le métier des armes, puis ensuite faire son service militaire en Algérie. Lorsqu'on lit la presse algérienne, on n'est pas rassuré. Plus d'un siècle après, le racisme, la stigmatisation et l'ingratitude n'ont fait que changer d'objet. Cette fois, ce n'est pas d'un capitaine juif dont il s'agit, mais des millions de citoyens stigmatisés, car issus de l'immigration musulmane, maghrébine, algérienne. Avec des phrases aussi brutales, on a le devoir de se poser des questions sur un potentiel conflit armé dans le futur. Ceci d'autant plus qu'une coopération active existe entre la Russie
et l'Algérie. L'agence TASS a parlé récemment de manœuvres conjointes, de transfert de technologies et de coproduction, ceci dans le domaine militaire. Ne négligeons pas que l'armée nationale populaire algérienne s'est procuré auprès de Moscou 73% de ses acquisitions d'armes venant de l'étranger. Ne négligeons pas non plus qu'Alger intensifie son effort de modernisation militaire avec un budget en 2023 propulsé à 23 milliards de dollars, en augmentation de 120% par rapport à 2022. Alors moi, je pose deux questions que notre matamore européiste n'a pas pointé du doigt lors de sa dernière intervention télévisée. Première question. Avons-nous plus de chances d'avoir sur notre sol un conflit armé avec la Russie ou avec l'Algérie? Deuxième question. Si la Russie veut vraiment nous attaquer, n'est-il pas plus facile de le faire par le Sud, en profitant des relations exceptionnelles qu'elle entretient avec l'Algérie? Le mot exceptionnel est formulé par l'agence de presse algérienne. Je rappelle que la distance entre Alger et Marseille est de 700 km, alors que celle qui nous sépare de la Russie est de 2500 km. Enfin, la Russie, historiquement et même aujourd'hui, ne nous déteste pas, ce qui n'est pas le cas du pouvoir algérien. J'espère que ces deux questions commencent aussi à hanter nos états-majors. En conclusion, nos concitoyens devraient méditer cette citation. L'ignorance du peuple nous garantit de sa soumission. Cette phrase est de Catherine II de Russie, une virtuose en la matière. Voilà, ce tambour battant est terminé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.